En 1997, un équipage a eu la possibilité de réaliser une deuxième fois sa mission dans l'espace suite à un problème lors du premier vol. Aujourd'hui, nous revenons sur le seul et unique cas de l'histoire où 2 vols spatiaux ont eu lieu avec exactement le même équipage, la même mission et la même navette. En Floride, la mission STS-83 se prépare. Dans la soute, la majorité de l'espace est remplie par le Space Lab. Véritable labo embarqué, Space Lab est un module conçu par l'Agence spatiale européenne et offre l'espace et les conditions idéales pour mener des expériences en orbite. Fixé dans la soute, il dispose d'un labo pressurisé et d'une plateforme extérieure où sont fixées des expériences dans le vide spatial. Pour respecter le centre de gravité de la navette au lancement, le labo ne peut pas être placé au plus près du cockpit à l'avant de la soute. Il est donc installé plus en arrière et les astronautes y accèdent par un tunnel pressurisé qui court du sas de sortie jusqu'au labo. Malgré ça, il est toujours possible de sortir dans l'espace en utilisant le sas de la soute, et ce, sans dépressuriser Space Lab ou la navette. Lors de STS-83, la dénomination du Space Lab est MSL-1 pour Microgravity Science Laboratory, avec des expériences américaines, européennes et japonaises, un clair premier pas vers les activités de la future Station spatiale internationale. Afin de rentabiliser au mieux les 2 semaines en orbite, l'équipage se divise en 2 pour assurer des shifts de 12 heures et donc travailler en continu. La Blue Team est composée de Voss, Crouch et Genhardt, tandis que la Red Team est composée de Halsell, Steele, Thomas et Linteris. Le jour du lancement, une inquiétude naît à propos des piles à combustible. Les piles à combustible de la navette permettent, grâce au mélange d'hydrogène et d'oxygène, de générer de l'électricité mais aussi de produire de l'eau potable. Cette source d'énergie est la même que lors des missions Apollo. À bord de la navette, 3 piles à combustible permettent d'assurer la pleine puissance électrique et l'eau potable pour les 15 jours de la mission. Mais au moment du lancement, les 3 piles à combustible semblent fonctionner. Le décollage a donc bien lieu. 9, 8, 7. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Columbia with the Microgravity Science Laboratory, our research bridge to the space benefits of tomorrow. Houston. Roger, roll, Columbia. Houston's now controlling. Columbia is rolling on course toward a 160 nautical mile high. Orbit inclined 28.5 degrees to Earth's equator. Columbia already traveling 300 miles per hour. Immédiatement après la mise en orbite, les portes de la soute s'ouvrent et les astronautes s'affairent à préparer le laboratoire. La Blue Team démarre les activités et va travailler jusqu'à minuit, heure à partir de laquelle la Red Team va se réveiller et prendre le relais. Parmi les 33 expériences à bord, on peut parler de celle qui permet l'étude des cristaux de protéines. Notre corps est composé de 300 000 sortes de protéines différentes, et notre connaissance ne couvre qu'1% d'entre elles. En apesanteur, il est plus facile d'étudier la structure de chacune afin de mieux les comprendre. En connaissant mieux ces protéines, les expériences permettent de faire avancer la recherche contre le sida, certains cancers, Alzheimer, le diabète, certains virus et plusieurs autres pathologies. L'importance de cette recherche explique que ces expériences seront embarquées sur un grand nombre de missions navettes par la suite. Une autre expérience que l'on peut citer qui concerne l'étude de la combustion a pour but d'améliorer la consommation de carburant des moteurs. Au milieu des années 90, l'Institut américain du pétrole estimait les dépenses annuelles de pétrole brut des États-Unis à 200 milliards de dollars. La NASA estimait alors que si ces recherches pouvaient permettre une amélioration d'1% de la consommation de ce carburant, le pays économiserait l'équivalent de 100 millions de barils par an, soit environ 5,5 millions de dollars par jour. Bref,
Il faudra 2 jours complets aux équipes bleues et rouges pour activer toutes ces expériences sur Spacelab. Au fil des jours, les activités à bord se déroulent plutôt bien, mais l'inquiétude augmente peu à peu au sol. Le problème des piles à combustible est toujours présent et semble empirer. La pile à combustible numéro 2 voit son oxygène et son hydrogène se mêler de façon non contrôlée, ce qui pourrait mener à une explosion. La seule solution est de la désactiver. En soi, cela ne poserait pas de problème d'énergie à la navette puisque 2 autres piles à combustible fournissent de l'énergie, et la redondance fait qu'il n'y aurait aucune coupure ni sous-tension. En revanche, si une 2e pile à combustible venait à flancher, la navette commencerait à souffrir de quelques coupures d'électricité intermittentes. Dans les procédures de vol de la navette, il est spécifié qu'en cas de panne totale d'une pile à combustible, la mission doit être avortée et la navette rentrée sur Terre. Nous ne sommes qu'au 3e jour de la mission et déjà, les astronautes doivent se préparer au retour. Les derniers jours en orbite vont servir à ranger tout l'équipement déployé dans la cabine et le labo et préparer les manœuvres de rentrée. Par chance, au Kennedy Space Center, lieu principal de retour, mais aussi à la base d'Edwards, piste de secours, la météo est parfaite. Le 8 avril 1997, Columbia touche la piste en Floride après quasiment 4 jours de vol au lieu des 15 initialement prévus. Les astronautes sont évidemment déçus de ne pas avoir mené à bien leur mission, mais comme le pense Chris Hadfield, astronaute canadien et Capcom sur cette mission, la décision de retour était bonne, car elle respectait pleinement les procédures qui garantissent la sécurité des astronautes. Mais c'est une autre décision de la NASA qui va faire entrer STS-83 dans l'histoire. L'équipage, la navette et le labo vont revoler ensemble pour 15 jours en orbite dès que possible. STS-84 étant un nom de mission déjà pris, ainsi que beaucoup qui suivent, cette nouvelle mission sera nommée STS-94 et va hériter du même logo que STS-83 à une petite différence près. Le lancement aura lieu le 1er juin 1997, moins de 2 mois après STS-83. 0 and liftoff of Columbia with the Microgravity Science Laboratory, research bridge to the International Space Station. Houston is now controlling. Là encore, le lancement est parfait et cette fois, tous les systèmes de Columbia sont parfaitement fonctionnels. Comme lors de STS-83, les astronautes démarrent presque immédiatement les systèmes de Spacelab pour lancer les expériences au plus vite. En tout, il leur faudra 36 heures pour que tout soit activé et comme lors du vol précédent, les équipes rouges et bleues se relaient sur 24 heures pour assurer un travail continu sur les expériences. De façon ininterrompue et sans aucun problème technique, les astronautes vont réaliser toutes les expériences prévues et recueillir des données précieuses pour leurs commanditaires. Le seul événement inhabituel de la mission sera l'impact d'un débris spatial contre une des vitres supérieures du cockpit. Rien d'inquiétant, la chose est plutôt habituelle. Les expériences continuent à être déroulées avec des résultats toujours aussi probants durant les jours restant en orbite, et la météo est également parfaite au Kennedy Space Center pour accueillir STS-94. Le 17 juillet 1997, après 15 jours en orbite et près de 10 millions de kilomètres parcourus autour de notre planète, la navette Columbia se pose sur la piste de Floride, ce qui conclut une mission scientifique plus que fructueuse. STS-94 aura réalisé 30 expériences majeures. Le planning de travail et les procédures auront contribué à façonner celle de la future Station Spatiale Internationale. On peut donc dire que ce 23e vol de Columbia aura été un vrai succès scientifique. L'équipage de STS-83/STS-94 seront donc les seuls astronautes à avoir réalisé 2 vols spatiaux en gardant le même équipage et sur le même vaisseau. C'est un luxe qui montre également l'importance des expériences réalisées par cet équipage dans le domaine de la médecine, des matériaux, de la combustion, le tout au service de l'humanité sur Terre.
J'espère que cette vidéo sur ce cas particulier du spatial vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez aider la chaîne en faisant un don sur mon Utip. Bref, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!